Alors, je ne vais pas toucher, c'est un petit peu jaune, mais c'est pas grave. Donc cette toolbox, pour nous, traiteurs d'images, elle a un petit peu révolutionné le recalage non linéaire, parce qu'elle a introduit ce qu'on appelle les difféomorphismes symétriques, qui ont été proposés d'ailleurs par un Français, je crois, qui a développé, je crois que c'est Alain Trouvé, qui est un chercheur qui a formulé le problème du recalage avec les difféomorphismes symétriques. Et c'est des approches qui marchent très très bien pour le cerveau, c'est-à-dire c'est des transformations mathématiques qui permettent de déformer, on va dire, avec des déformations élastiques cohérentes, en fait, contraintes, mais assez réalistes. Donc, ici, vous voyez voilà, une représentation d'une image T1, T2 à 3 Tesla, je crois, à 1 mm ISO dans l'espace du sujet. Et vous voyez, en fait, une image moyenne, donc une image d'un template moyen, d'un cerveau, donc je ne sais plus, je crois que c'est le template, donc de 168 sujets moyennés ici. Qu'est-ce qu'on peut remarquer là-dedans? Donc Antoine parlait de la variabilité et des problèmes de topologie. Clairement, la topologie, voilà, elle est gommée. Les problèmes de topologie sont très, très clairement gommés et lissés dans l'espace du template. C'est-à-dire ici, vous aurez peut-être une concavité chez un sujet, ou 3 concavités, 3 fonds de sillon ici, 3 sillons ici, qui font qu'après, il n'en restera plus qu'un quand on va moyenner tout le monde. Parce que, par contre, ce qu'on peut voir de très intéressant, et au niveau par exemple du thalamus, à l'échelle du sujet, on repère clairement les frontières de la capsule interne, donc la matière blanche et le noyau gris central. Donc clairement, le thalamus est clairement délimité. Mais ce qui est impressionnant dans les approches de normalisation volumique, c'est qu'on arrive à faire ce qu'on appelle de la super résolution, c'est-à-dire on peut augmenter la résolution du cible et on fait émerger des détails anatomiques. C'est ce que je vais vous montrer par la suite. C'est-à-dire on arrive à voir dans l'espace de template ce qu'on ne voit pas dans l'espace du sujet. Ce que l'œil humain ne voit pas dans l'espace du sujet, mais l'information de contraste, un peu noyée dans les volumes partiels et difficilement repérable à cause du bruit dans les images, est largement gommée par l'accumulation de signal et l'augmentation du contraste, et du contraste sur bruit et de la résolution spatiale dans l'espace des templates. C'est ce qui a été présenté ici. Il y a des gens qui ont fabriqué, dans ce papier, en septembre 2020, ils ont proposé et c'est là toute l'émergence de ces nouveaux atlas, des atlas ultra haute résolution in vivo, par exemple des noyaux de l'hypothalamus. En fait, l'hypothalamus, je ne connais pas très bien ce noyau, je sais qu'il a des fonctions très importantes au niveau hormonal. Donc, beaucoup de gens, vous parliez tout à l'heure des connaissances en préclinique. En fait, ce noyau a été très très largement étudié chez la souris, chez le rat, et on connaît l'existence de tous les sous-noyaux. On les visualise très mal en IRM parce que c'est une toute petite région située donc au cœur du cerveau, hein, un petit peu en dessous du thalamus. Et en fait, cette étude a mis en lien l'utilisation de multimodalités T2, T1, une segmentation manuelle de plusieurs experts sur ces IRM, avec l'aide de planches histologiques. Donc c'est comme ça qu'on construit systématiquement des atlas. On s'appuie sur des connaissances et des planches anatomiques. Avec l'aide aussi une validation ex vivo, parce qu'en fait souvent ces cerveaux sont acquis à très très haute résolution après en ex vivo pour valider les atlas in vivo. Et donc tous ces validations croisées, ces corrélations croisées permettent de faire émerger de manière assez hallucinante ici un atlas à 250 microns de tous les noyaux thalamiques. Vous voyez une représentation tridimensionnelle ici de tous les sous-noyaux thalamiques qui sont tous décrits dans ce référentiel commun pour lesquels, voilà, j'espère que ça répond à votre question, en fait
on voit clairement des contrastes entre ces sous-noyaux à ces niveaux de résolution. Après, la magie, c'est de, et vous allez me poser sûrement cette question, c'est quand, quelle est la pertinence de projeter quelque chose défini à 250 microns et le projeter à 1 mm? On a forcément une perte d'information. Donc là, derrière, il y a des probabilités d'appartenance. On s'appuie sur des probabilités d'appartenance à l'ensemble de ces sous-noyaux. Et ça a été fait à 3T. Et c'est une méthode qui maintenant est largement utilisée. Il y a plein d'études neuroscientifiques sur l'utilisation et des mesures, des études morphométriques et des études quantitatives, parce qu'on maintenant avec l'IRM quantitative, on va vouloir mesurer la valeur T1, la valeur T2 étoile, la valeur QSM dans ces sous-noyaux-là, et mettre en évidence des différences à travers les groupes de patients. Okay. Au labo, si ça vous intéresse, on travaille beaucoup sur l'hypothalamus. On utilise cet atlas dans le cadre d'une étude sur l'anorexie et l'obésité en IRM fonctionnel. Et donc on a à cette test-là, on fait de l'IRM fonctionnel à cette test-là, et on a des images à 600 microns anatomiques, et on projette très très bien ces atlas T1, T2 sur les multimodalités T1, T2 anatomiques à cette test-là. Et on est hyper content de pouvoir bénéficier de ces nouveaux atlas, enfin très récents, de ce noyau-là. Nous, on s'est amusé, c'est pour ça que je vous dis, c'est à la portée de tous de faire des templates et des atlas spécifiques. On a pris 30 sujets témoins à cette test-là. On a suivi cette méthodologie que je vous ai décrite des diffomorphismes symétriques, cette méthode SINGN. Donc c'est une normalisation de groupe. Alors, ce graphe explique et tente d'expliquer un petit peu comment on arrive avec ces méthodes-là à pallier la variabilité anatomique. En fait, on travaille à multi-échelle, c'est-à-dire on met en évidence ici que à l'échelle, à la résolution dans l'espace du sujet, il y a de fortes variabilités anatomiques, morphologiques et topologiques, tous ces problèmes-là. Si on réduit la dimension et qu'on essaye de trouver des similarités entre différents cerveaux à une échelle, par exemple, à 16 fois à facteur 16, c'est-à-dire à 8 mm de résolution isotropique, en fait, il y a une forte analogie entre tous nos cerveaux à ce niveau-là de résolution. Donc c'est comme ça qu'on construit itérativement des cerveaux moyens. Ouais. De vérifier le partage Zoom? Il a cassé? Ah. Non, j'ai perdu tout le monde alors. Ah non, c'est bon, tout le monde est là. Excusez-moi, donc on a eu un problème technique il y a 3 minutes. Oui. Oui, bon, rebonjour, excusez-moi, on a eu un problème technique il y a 5 minutes, donc j'ai réactivé la session Zoom. On était en train de parler de la construction de templates et d'atlas associés à très haute résolution. Il faut que tu repartages ton écran aussi, je crois. Oui, allô? C'est Manef. Oui. Ah, Manef, bonjour. Ça va? Oui. J'ai une question, s'il vous plaît. En fait, dans votre travail, si par exemple je travaille sur le regroupement des régions de cerveau, en fait, je veux savoir quelles sont les caractéristiques que je dois les utiliser pour sélectionner un atlas. Quels sont les critères qui favorisent l'utilisation d'un atlas à un autre? Par exemple, pourquoi je dois utiliser ou je veux utiliser l'atlas proposé par Wifang et non pas un autre? Bah, en fait, tu as dit que c'est une demandé à des étudiants de créer leur atlas, mais si j'ai pas assez de temps et d'expérience, c'est un peu difficile de créer mon propre atlas. Alors, c'est une excellente question. On a un petit peu abordé ce sujet tout à l'heure. Je vous ai dit qu'en fait, c'était, selon moi, dépendant de votre cadre applicatif. Si toi, tu veux utiliser l'atlas VEP au lieu d'Estrieux, c'est pour des raisons qui, par exemple,
si tu veux étudier la connectivité de la région SMA et pré-SMA et qu'elle n'est pas dissociée dans la classe VEP et que tu as besoin de cette spécificité-là, tu vas choisir la classe qui va te donner, qui va te permettre d'étudier ces deux régions indépendamment les unes des autres. C'est le seul élément de réponse que j'ai à t'offrir. Après, il y a un degré de difficulté aussi dans l'utilisation des outils. Par exemple, moi je conseille tout le monde d'investiguer d'abord des outils grand public qui sont assez faciles à utiliser, c'est-à-dire FreeSurfer, c'est toujours intéressant de le faire tourner parce qu'il a été validé et de regarder s'il peut convenir déjà et peut faire émerger des résultats dans le cadre des questions que tu te poses. Et après, si ce n'est pas le cas, il faut faire une revue de littérature et aller chercher un atlas spécifique. Après, les atlas de classeurs sont plus compliqués à utiliser parce qu'ils vont avoir des contraintes. Il va falloir avoir des acquisitions qui vont permettre de... je crois qu'il faut du T1, du T2, de la diffusion pour pouvoir utiliser cet atlas. Parce que c'est un atlas qui va faire ce qu'on appelle des... Maintenant, il y a du T1 sur T2, donc c'est un atlas qui va faire de la cartographie de la myéline à travers ces modèles-là. Donc il faut... Voilà, si dans tes protocoles tu n'as pas de T2, ben tu es coincé, tu es freiné par l'utilisation de ces atlas. De la même manière, voilà, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui ici, mais clairement les études atlas-based, pour étudier le cerveau et la connectivité, il faut des IRM de diffusion, maintenant c'est classique. Donc là, il y a tout un champ d'application sur les atlas de faisceaux de matière blanche qui sont aussi assez complexes à utiliser pour améliorer les matrices de connectivité que vous produisez. Ça, je sais que tu travailles un petit peu là-dessus, Manef. Donc, pour te citer, il y a des atlas. Ouais. Il y a toute une base de données, par exemple, l'atlas de TrackSeg, qui est basé aussi sur le deep learning. Il y a des atlas maths aussi qui donnent des atlas spécifiques de la matière blanche. Bon, est-ce que ça répond un petit peu à ta question? Oui, merci. Alors je continue. Oui. Est-ce que tu peux partager ton écran? On ne voit plus l'écran. Ah ben ok, je repartage. Tu le remets en grand la flèche. Oui, vous avez une question? Je suis cardiologue, depuis tout à l'heure j'essaie d'extrapoler tout ce que vous dites dans le domaine de la cardiologie. Et je suis vraiment fasciné de ce qui se passe en neurologie, je les envie un peu. Et je voulais savoir si, à votre expérience, on peut extrapoler tout ça à l'échographie cardiaque en fait. Alors je ne connais pas l'échographie cardiaque, mais j'ai une petite expérience au labo, on investigue beaucoup le cœur, l'IRM. Alors je sais qu'à cette Tesla, ils ont des grosses difficultés de produire des images cohérentes. À 3 Tesla, on travaille beaucoup, et je ne présente rien là-dessus, sur les caractérisations des déformations à partir du recalage, donc des déformations cardiaques. Donc en termes, pour être dans le registre segmentation, atlas et tout ça, il n'y a pas à ma connaissance d'atlas 4 dimensions, c'est-à-dire la spécificité du cœur, c'est qu'il est en mouvement. Un plan de coupe suffit pas toujours. Alors, on est souvent dans les coupes. Alors tu connaîtras mieux que moi, mais des coupes où on voit ventricule gauche-droite. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui font d'autres plans de coupe. Il y a peu d'imagerie 3D plus T, à des pas de temps intéressants. Il y a des gens qui au labo, Stanislas Rapachi, Frank Kober, qui travaillent à développer des séquences 3D plus T anatomiques, dans l'objectif aussi de caractériser des déformations. Mais c'est toujours en IRM. Moi, je peux vous donner que des exemples. On est un labo d'IRM, donc malheureusement, je ne pourrais pas vous donner trop d'éléments sur d'autres modalités. Je voulais quand même vous montrer. Oui. Une question sur les atlas, parce que par exemple, des différents atlas et du choix de différents atlas. Est-ce qu'il existe des modèles d'atlas qui
qui modélise la plasticité, c'est-à-dire la variabilité, sous la forme par exemple, des modèles de maillage avec des paramètres d'élasticité locaux qui définissent la variabilité. Tu veux dire des atlas surfaciques, enfin, parce qu'en fait, c'est-à-dire associer la variabilité, c'est-à-dire la déformation, non pas que en probabilité d'appartenance au tissu, mais une quantification sur le... Non, à ma connaissance pas, mais c'est une super... je sais pas, mais c'est une très bonne idée parce que, en fait, c'est vrai que dans ces bases de données, dans ces méthodologies de construction d'atlas, on a cette information portée par la déformation du recalage, qu'on traduit après par une probabilité d'appartenance au tissu, parce que ces atlas, voilà, clairement, derrière, ils sont probabilistes, tous. En computer graphique, c'est un truc qui est assez classique. En synthèse d'image, quand tu as des modèles 3D qui correspondent à des modèles physiques, souvent on modélise sous la forme d'un maillage, et donc ce maillage il a une caractéristique anatomique, il peut également avoir des caractéristiques cinématiques, dynamiques, c'est-à-dire avoir également des notions d'élasticité qui définissent la manière dont il peut être déformé. Et cette manière dont il peut être déformé, elle pourrait être associée à une variabilité. Après, ces déformations, alors c'est une super remarque, parce que ces déformations aujourd'hui, enfin, nous, dans le cadre des études qu'on fait, on les estime à l'échelle du sujet, on s'appuie sur ces atlas-là, elles ne sont pas intrinsèques aux atlas, mais on cherche ces caractéristiques-là de déformation du sujet par rapport à un atlas qui ne porte pas cette information, mais qui porte seulement une information anatomique. Toi, tu parlerais d'un atlas hybride qui traduirait un petit peu la variabilité des déformations d'un groupe, par exemple. C'est à investiguer, il faut qu'on en reparle. Nous, on a travaillé beaucoup au labo en IRM sur les déformations abdominales. En fait, on a publié un papier récemment dans le cadre de patterns de toux ou de patterns différents patterns pathologiques qui montrent que les muscles abdominaux ont une dynamique de déformation variable en fonction de certaines pathologies. On le caractérise par le recalage non linéaire, qui est lui-même, qui est la méthode pour construire les atlas, mais on le caractérise quand on fait nos études pour extraire cette information à l'échelle du sujet. Mais c'est une très très bonne suggestion de l'intégrer et de l'associer aux atlas. C'est vrai que aujourd'hui, voilà, ce qui se fait de plus, c'est associer et avoir des templates multimodaux, donc de contrastes multimodaux, des atlas anatomiques, structurels, probabilistes, mais toutes ces informations qu'on peut extraire des méthodes de construction de ces atlas, c'est vrai que c'est bien de les modéliser et de les conserver. Là, je voulais quand même vous montrer des images assez intéressantes. J'espère qu'il y a des neurologues, des radiologues dans la salle qui ont l'habitude d'imager les noyaux gris centraux. Voilà cette thèse-là, ce qu'on peut obtenir quand on moyenne 105 sujets en multimodalité. Donc on a la chance quand même d'avoir au laboratoire, au CRMM, l'inventeur du QSM, le co-inventeur de l'imagerie par susceptibilité magnétique, donc Ludovic de Rochefort, a inventé avec un chercheur américain cette imagerie qui s'est déployée largement maintenant en clinique. Donc c'est l'imagerie de QSM que vous voyez ici, qui est sensible au fer, en fait, qui est cette imagerie de susceptibilité magnétique va montrer des hypersignaux lorsqu'il y a éventuellement des accumulations de fer. Et typiquement, on le voit dans le noyau rouge ici, dans le subthalamique nucléi, et on voit des choses remarquables aussi dans le thalamus. On voit que ici, un des sous-noyaux du pulvinar, par exemple, va avoir des plus fortes teneurs en fer. Et on le voit, ces informations, on les voit, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup plus clairement, bien délimitées dans l'espace des templates, et elle est complémentaire en fonction d'une modalité ou d'une autre. Qu'est-ce que
ces templates nous permettent de faire. Donc ici, on a proposé un nouvel atlas de l'amygdale. Donc c'était, par rapport à votre question tout à l'heure, segmenté par un expert, malheureusement seulement, mais qui a trouvé trop de limites, et c'est clairement connu dans la littérature que si on s'intéresse à des études volumétriques, morphométriques de l'amygdale, dans le cadre des pathologies, en particulier de l'épilepsie, les méthodes comme FreeSurfer ont des limitations parce qu'elles sont imprécises à 15 ou 20%, elles portent 15 ou 20% d'erreurs de volume, et on cherche à être en dessous de ces erreurs. Et on a montré que ces méthodologies, avec ces niveaux de résolution, permettent d'avoir moins d'erreurs dans ces métriques-là, de morphométriques. Et on a extrait des paramètres avancés morphométrie, c'est-à-dire l'élongation, l'excentricité ou le volume de l'amygdale, corrèlent mieux avec ces atlas-là, avec des données cliniques. Donc, c'est ce que vous cherchez souvent, essayer d'extraire des biomarqueurs qui corrèlent avec vos données cliniques pour remplacer un petit peu vos marqueurs cliniques. Et ça, c'est bien décrit dans ce papier. Finalement, il y a une validation dans ce papier sur l'extraction des volumes de l'amygdale à 7T. Je vais finir sur les templates 7T parce que on propose aussi actuellement d'améliorer la finesse des atlas des noyaux gris centraux à cette Tesla et la précision des frontières. Je vous parlais du pallidum tout à l'heure. Le pallidum à cette Tesla, les radiologues, quand ils ont vu les premières images de template à 7T, ils nous ont dit mais on voit ce qu'on ne voyait pas du tout dans l'échelle du sujet. On voit la lame, je suis nul en anatomie, mais on voit des lames de matière blanche qui viennent projeter dans les noyaux gris. Et on voit clairement la dissociation du pallidum interne-interne. Je vous parlais d'une étude au début de présentation qui dissociait déjà la partie interne et externe. Mais ici, même dans chacune de ces parties, on voit clairement des contrastes entre la matière grise et la matière blanche. On voit clairement, évidemment, en contraste, des faisceaux, les champs de Forel. Les champs de Forel, c'est des faisceaux de matière blanche qui sont connus pour faire les liaisons entre les noyaux gris. On les a décrits dans ce template et on est en train de proposer cet atlas qui peut être assez pertinent pour des études de connectivité des noyaux gris centraux. Parce qu'en fait, si on a ce niveau de précision, on va pouvoir plus finement étudier la connectivité et les atteintes. On va pouvoir localiser plus finement des atteintes dans des sous-noyaux. C'est ce qu'on a fait ici. Alors, au labo, on parlait un peu, et je finirai là-dessus. Je fais le parallèle entre les patterns d'atrophie que je vous ai montrés dans. Ok, super. Oui, voilà, on finit, voilà, dans 5 minutes, on finit cette présentation. Donc je voulais faire le parallèle, moi le cerveau, je vous ai montré des patterns d'atrophie de la matière grise et l'apport du 7S là de la très haute résolution dans la moelle. C'est pareil dans le cerveau. Clairement, qu'est-ce qu'on a pu faire ici ? Il y a 15 ans, donc Bertrand Audouin, c'est un chercheur de notre labo dans l'équipe de Jean Pelletier et l'équipe de Jean-Philippe Rangeva. On a des très très grosses cohortes de patients atteints de la sclérose en plaques qu'on suit depuis 20 ans au labo. Et donc, il y a déjà 15 ans, sur ces cohortes-là, on mettait en évidence des atteintes dans des noyaux latéraux avec des approches voxel-based morphométriques. Donc, c'est ces approches qui montraient qu'il y avait une atrophie dans les noyaux latéraux du thalamus. Donc, et clairement, le thalamus est largement étudié et dans plein d'autres pathologies. Je vous ai un petit peu montré qu'ici, on a réussi à... Oui, je ne vous ai pas... Malheureusement, on n'aura pas le temps ici, mais on a dressé avec ces atlas, quand même, et c'est le but, de dresser quand même des bases normatives. Et avec l'émergence de toute l'imagerie quantitative, on est capable, ici c'est représenté,
de relever les valeurs moyennes T1, T2 étoiles, QSM chez des sujets sains. Et l'objectif, c'est de montrer que, et on le voit bien à travers ces nuages-là, c'est qu'on arrive à bien dissocier et il y a des fortes différences de valeurs T1 quantitatives entre ces noyaux. Et ces bases normatives vont servir dans des futures études à positionner des anormalités chez des patients, mais simplement en faisant des mesures de moyenne de T1 dans ces régions. C'est l'objectif. Ça peut être très rapide de faire ces mesures-là. Je reviens juste à ce qu'on fait en études de groupe et pour vous montrer 15 ans après, sur des cohortes équivalentes, donc de patients en des early RRMS, donc c'est des patients très précoces dans la maladie, donc très précocement on voit des atrophies dans ces noyaux. On arrive maintenant à localiser avec ces atlas, vous voyez la projection de ces atlas, on arrive à localiser plus finement des sous-noyaux. Alors je ne sais pas s'il y a des experts du thalamus ici, mais globalement le thalamus est connu pour être un noyau qui fait le relais, mais le relais il y a des projections qui viennent du cervelet, des projections qui viennent du corticospinal tract, donc de la moelle, et aussi des lobes frontaux. Enfin, il gère, il est relais de plein de régions sensorimotrices, etc. Mais ce qui est très intéressant dans cette étude et dans l'utilisation de ces atlas-là, c'est qu'on met clairement en évidence qu'en fait, des sous-noyaux du thalamus, et on a repéré que c'était des noyaux plutôt qui ont des projections dans des aires prémotrices ou motrices, qui sont très cohérentes par rapport aux altérations et aux problèmes cliniques qu'ont ces patients. C'est qu'ils ont des premiers symptômes très tôt dans la maladie sur des problèmes moteurs, je crois. Donc les cliniciens trouvent qu'il y a des cohérences à décrire mieux des altérations dans ces sous-noyaux. Donc voilà, je voulais mettre en évidence qu'on voit que la résolution spatiale et l'imagerie quantitative va permettre de pousser les limites et d'aller plus loin dans la caractérisation de ces pathologies-là. Donc je conclue là-dessus. Les avantages de la 7T par rapport à l'imagerie plutôt conventionnelle, c'est qu'on a un meilleur signal sur bruit, un meilleur contraste sur bruit qu'à 3T. On a une plus haute résolution spatiale qui permet de définir des algos de segmentation de plus en plus précis. On a aussi le bénéfice de nouvelles séquences quantitatives. Donc grâce à ces atlas-là, on va pouvoir faire des mesures quantitatives et pas semi-quantitatives. Donc c'est très intéressant pour les études cliniques. Et ce qui se dit beaucoup dans l'ultra haut champ, c'est qu'on avait des problèmes d'homogénéité du champ magnétique, des problèmes de forte présence d'artefacts. Et en fait, les physiciens et les mathématiciens arrivent à réduire ces problématiques-là. Donc, on fait des acquisitions avec des pads maintenant diélectriques. On arrive à maîtriser la technologie de la transmission parallèle, donc pour réduire l'inhomogénéité du champ. Donc en fait, on a nous, en traiteur d'images, et vous, cliniciens, des images de bien meilleure qualité à 7T et à 3T avec ces techniques-là. Et je vous remercie pour votre attention. Je pense avoir fini là-dessus. J'espère que voilà, l'atelier que je vais mener tout à l'heure va être un atelier qui va contribuer à mettre en place avec vous un algorithme de segmentation en deep learning pour segmenter le cerveau. Après, ça ne va pas vous apporter grand-chose d'avoir... vous allez voir que c'est pas si intéressant que ça de mettre en place la segmentation du cerveau parce que ça marche par ailleurs et c'est robuste par ailleurs, mais ça va vous donner des outils, enfin ça va vous montrer qu'on peut mettre en place ces méthodologies pour s'intéresser, si vous avez des données, à segmenter par exemple des noyaux ou pour le cœur, ça marche aussi. Il y a beaucoup de choses qui se font en deep learning.
Donc voilà, j'espère que voilà, il y a quand même un gros gap entre ce que je vous ai présenté ici et la mise en place du TP qu'on va faire. Voilà. Ça serait trop compliqué en 1h30 de vous faire créer des atlas spécifiques et de vous faire travailler sur le recalage. Donc on va essayer de voir un peu la cohérence avec le guide. Merci. Je vous remercie. Merci. Merci à vous.